Bonjour, Faut pas croire s'attaque à un tabou aujourd'hui, les personnes handicapées mentales qui veulent avoir des enfants. Jusqu'à la fin des années 70, la question était réglée, les femmes handicapées étaient le plus souvent stérilisées. Depuis, la société leur a reconnu des droits, notamment celui de vivre une sexualité comme tout un chacun, avec les risques que cela comporte. Deux femmes ont accepté d'expliquer pourquoi elles ont choisi d'avoir un enfant ou d'y renoncer. Je vous propose de regarder leurs témoignages et on en parle juste après avec une sexologue spécialisée dans le handicap. Alors Léna, on va préparer ton goûter? Oui. T'aimerais une compote? Jessica Pureau est une jeune maman de 27 ans. Atteinte du syndrome Asperger, une forme d'autisme, elle travaille dans un atelier protégé à Yverdon. C'est là qu'elle a rencontré le papa de Léna, leur fille de 4 ans et demi. Bonjour Léna. Aujourd'hui séparés, le couple se partage la garde de la petite. Léna passe 2 après-midi par semaine et un week-end sur 2 chez sa maman. Elle est à quoi cette compote? La fraise. Il n'y a pas que de la fraise là. Je saurais pas l'occuper tous les jours. Au début, je l'avais un petit peu moins. Je l'avais par exemple pas le week-end complet. Comme au début, le lien n'était pas facile avec elle. Ça me faisait encore trop quand si je l'avais un week-end complet. J'avais vraiment besoin de mes moments à moi pour éviter d'être trop stressée, de ne pas pouvoir gérer tout ce que j'avais à faire. Pomme, tapis, tapis, tapis rouge. Pomme, tapis, tapis, tapis gris. Maintenant, l'avoir 2 après-midi par semaine, je sais trouver des occupations. Et le mercredi après-midi, par exemple, mon éducatrice d'Acadom, elle m'aide à pouvoir faire des choses avec elle. Ce matin, par exemple, elle était en garderie. Soucieuse d'être une bonne maman pour Léna, Jessica a sollicité le service d'aide à domicile de la Fondation de Vernon, Acadom. Vous savez comment ça se passe un peu, le préscolaire? Qu'est-ce qu'elle y fait? Selon Thomas Dietrich, l'un de ses éducateurs, les difficultés de Jessica sont principalement d'ordre social et relationnel. Dans la voiture et puis... Par exemple, pour sortir à l'extérieur, ça peut être une difficulté parce qu'il y a le regard des autres et puis ça impacte justement par rapport à sa fille parce qu'il faut bien sortir, faire des activités. Donc il y a tout cet aspect à affronter, l'extérieur, que vont penser les gens de moi, est-ce que je vais être adéquat, et puis le lien, quoi, qu'elle soit pas déconnectée de sa fille. Alors là, c'est spécifique aussi au syndrome qu'a Jessica, c'est comment je vais créer le lien avec mon enfant, comment jouer. C'est des choses qui peuvent paraître banales, mais pour des personnes atteintes du syndrome Asperger, ça ne l'est pas forcément. Mais pas trop. T'as pas besoin de vider tout le tube. Créer un lien avec sa fille a été un défi pour Jessica. En plus de son handicap, la jeune femme a dû faire face à une dépression postpartum à la naissance de Léna. Une expérience traumatisante. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir faire les choses comme il faut. Et pour finir, ma soeur, ma maman, le papa de la petite m'a beaucoup aidée. Parce que vraiment, j'étais pas bien. J'entendais des voix. J'entendais ma fille pleurer dans ma tête alors qu'elle pleurait pas. Vraiment, hein, j'entendais ça dans ma tête. Et puis le manque de sommeil, la nervosité. Qu'est-ce que les pleurs de Léna suscitaient en vous comme réaction? Des crises de colère. Parce que notamment avec l'autisme que j'ai, donc l'autisme Asperger, dès qu'il y a un stress, une angoisse, des tensions ou des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, on l'exprime sous forme de crise de larmes, de colère, et ça peut être très violent. Et j'ai eu peur de m'en prendre à Léna. Et après, il fallait que je demande de l'aide, que je sois entourée, rassurée, parce que fallait que la petite soit en sécurité. Tu voulais dessiner celle-ci? Oui, mais
Mais c'est trop tard. Jessica a reçu l'aide nécessaire et depuis, la dépression est passée. Aujourd'hui, sa relation avec Léna s'est nettement améliorée. Tu peux dessiner, hein? Oh, mais Maintenant que le lien s'est formé, c'est tout autre chose. On partage des choses, elle coopère aussi bien. Et puis, elle me comprend quand je lui explique que maman elle est un peu énervée ou maman aujourd'hui ça va, elle est bien. Donc le lien s'est vraiment créé en 2 ans et demi, 3 ans. Chacun dessine comme il veut, c'est ça? oui. C'est pourquoi moi je tire ça parce que c'est et ça c'est vert mais chacun il choisit les couleurs. Oui. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ta Reine des Neiges. Et toi? C'est un château. Mathis, t'es en train de faire un château, toi? Bah oui. Qu'est-ce que tu vas faire à ce château maintenant, Mathis? Le doudou. Ah, c'est comme si c'était un peu mes enfants, quoi. Je veux dire, des feuilles que je n'aurai jamais, je les considère un peu... Non, j'adore aller les voir, j'adore jouer avec eux. T'es sûre qu'elle va te voir, ta Reine des Neiges? Isabelle passe beaucoup de temps avec ses neveux et nièces. La jeune femme vit en couple depuis 2 ans et rêve d'avoir un enfant depuis l'âge de 19 ans. Mais elle s'est rendue compte que ce rêve serait certainement impossible à réaliser. Ton frère prend tout le temps. Hein, Mathis? Quoi? Au niveau de la vie quotidienne, je trouve que pour moi, avoir un enfant, ce serait trop compliqué. Alors que j'en ai envie. Si j'écouterais mon cœur, oui. Si j'écoute ma tête, c'est non. J'aurais peur de ne pas être à la hauteur, ne pas être... d'avoir beaucoup plus de soucis. Déjà que mon handicap, il est déjà pas évident à gérer par rapport à... Enfin, moi, toute seule, c'est déjà pas évident à gérer. Alors, avec un enfant, ce sera encore plus compliqué. Maman, t'as mis où le couteau pour éplucher? Le handicap d'Isabelle ne porte pas de nom. Son cerveau ne s'est pas développé correctement pendant la grossesse et elle souffre d'un léger retard intellectuel et d'un manque de tonus. En fait, maman, je l'enlève la peau. Hein. Non, si tu les laves, c'est bon. Aujourd'hui, Isabelle vit de façon indépendante, mais elle se réfère encore beaucoup à ses parents pour toutes les décisions importantes, comme le fait de vouloir un enfant. On n'a pas dit réellement non, on a dit ça semble difficile. Voilà. Et pendant longtemps, elle a dit oui, mais peut-être que j'y arriverai pour être capable. Et puis, petit à petit, on lui a montré sur des exemples précis qu'elle n'était pas à la hauteur pour élever un enfant. Un bébé, c'est du 8h du matin à 8h du matin le lendemain. Donc ça demande un investissement. Elle se fatigue vite, etc. Mais on n'a jamais dit non. C'est pas nous qui avons dit non. C'est elle qui s'est rendue compte que c'était pas possible. Qu'est-ce que vous feriez si y avait un accident, si elle tombait enceinte? Ça, je me suis posé la question et j'aime mieux pas savoir. Donc, moi, normalement, je trouve que à notre époque, on peut prévoir la chose et on n'a plus besoin de faire des avortements. Mais je crois que j'aurais opté pour un avortement, mais pas de gaieté de cœur. J'aimerais mieux éviter avant. Mais jusqu'à maintenant, et c'est ça qui est quand même Ça assez marchait. remarquable, elle a eu plusieurs copains, etc. Il n'y a jamais eu de problème, puisqu'elle se responsabilise. Elle a des lacunes, elle a des problèmes d'organisation, mais elle se responsabilise de plus en plus. Avorter en cas d'accident, Isabelle y a aussi songé. En plus des difficultés à élever un enfant, elle craint de transmettre son handicap, car les médecins n'ont pas pu lui affirmer que l'enfant ne courrait aucun risque. C'est ça qui me fait peur, c'est si j'ai un enfant, est-ce qu'il porterait mon handicap? Est-ce que j'arriverai à gérer avec le handicap? Est-ce que moi, je saurais me protéger? Si j'ai des gens dans la rue qui m'insultent, est-ce que j'arriverai à gérer? Qui me disent, ouais, vous avez mal éduqué votre enfant, c'est pas possible, il fait que des crises. Voilà. Est-ce que moi, j'arriverai à contrôler ça? Et pour l'enfant? Et pour l'enfant, me voir triste ou me voir... j'ai pas envie qu'il me voie triste, j'ai pas envie
qui voient ça, parce que tout d'un coup, il peut se dire, ouais, mais est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que maman, elle est triste parce que je suis comme ça? Et moi, c'était des questions que je m'étais posées aussi par rapport à mes parents, en me disant, est-ce qu'ils ne sont pas tristes que je ne sois pas tout à fait comme les autres? La petite Léna, elle, est en pleine forme. Le pédopsychiatre a affirmé à Jessica que sa fille ne souffre d'aucun handicap. Reste à affronter l'éducation de Léna et notamment le passage de l'adolescence. Alors, ses pieds. J'ai de la peine à m'imaginer un peu comment ça serait, parce que déjà maintenant, à 4 ans et demi, elle commence à répondre, à vouloir décider de ce qu'elle veut. Puis moi, des fois, elle me répond, puis après, moi, je sais pas quoi dire. Comme moi, j'ai de la peine avec l'autorité sur certaines choses. Par exemple, on sort de la voiture, je lui dis de m'attendre. Eh ben, elle m'attend pas. Après, j'ai de la peine à savoir ce qu'il faut faire sur le moment parce que ben, on angoisse, on panique, on se demande où elle est. Tu veux que je t'aide? Non? Malgré ces difficultés, Jessica aimerait agrandir la famille. J'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Maintenant, me remettre avec quelqu'un dans le même appartement, ça serait peut-être compliqué à vivre au quotidien pour moi. Je vais mettre de l'eau. Mais oui, mon envie d'avoir un deuxième enfant reste là. Ah! Donc je viens avec toi juste au bord pour faire attention à toi. Isabelle travaille comme aide-éducatrice depuis 8 ans dans une garderie carougeoise, sous la responsabilité de l'équipe éducative. Et ce travail, elle l'adore. Ça m'aide parce que justement, ça remplace les enfants que je n'aurais pas. Enfin, ça ne remplace pas, mais c'est un soulagement de les avoir. Et puis, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que j'ai pas les grosses tâches que des parents peuvent avoir. Le pain. La poire. C'est génial, franchement. On les a vus aussi petits et les voir grandir, c'est juste magnifique. Puis quand les parents nous disent « Ouais, à l'école, ça se passe super bien, il est hyper bien à l'école » et tout, bah nous, ça fait que du plaisir parce que je me dis, à quelque part, j'ai quand même aidé que cet enfant aille à l'école. Donc, pour moi, c'est une satisfaction. Ah, encore, bah, vas-y. Catherine Acté-Dizeran, bonjour. Bonjour. Vous êtes sexopédagogue spécialisée, vous travaillez sur la question de la sexualité et de la parentalité des personnes handicapées. J'aimerais avoir votre première réaction. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces deux témoignages? Alors écoutez, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont particulièrement touchée. La première, quand on connaît l'autisme d'Asperger et qu'on sait combien ces personnes doivent faire d'efforts pour gérer leur propre vie, leur code personnel dans les codes de la société, on peut s'imaginer l'effort inouï qu'il faut faire pour en plus pouvoir gérer un enfant qui, lui, va être en permanence ou presque en permanence dans l'improvisation. Parce qu'un petit enfant, j'entends, ça ne reste pas toujours en place comme les personnes autistes le souhaiteraient. Donc, c'est très difficile. J'admire beaucoup cette femme qui apprend à s'occuper et d'elle-même et en même temps d'être en interaction avec cette petite fille qui, elle, est dans l'improvisation de la vie. C'est ce qui est le plus difficile probablement dans l'autisme. C'est de composer avec l'improvisation. Alors qu'eux, ils adorent ce qui est... Enfin, ils se sentent bien quand tout est codé. Pour l'autre, témoignage d'Isabelle, moi, ce qui me frappe, c'est que je me demande si un bon nombre de personnes dites valides, pas handicapées, se posent autant de questions qu'elles et vont autant dans l'introspection avant de concevoir un enfant. On voit qu'elles se posent un tas de questions sur ce que l'enfant vivrait, ce que l'enfant projetterait, sur qu'est-ce que ça lui ferait. Puis je me dis, mais est-ce que nous, on a tout réfléchi ça avant de faire un enfant?
Elle a été peut-être obligée de se poser toutes ces questions parce qu'on lui a renvoyé son handicap. Absolument. Mais je trouve quand même que ça fait réfléchir par rapport à... Et puis au fond, soi-même, qu'est-ce qu'on a fait avant de faire des enfants? Et est-ce qu'on ne fait pas beaucoup plus souvent des enfants de manière peut-être plus légère qu'en se posant toutes ces questions? Donc je trouve qu'elle est... Ouais, je trouve qu'elle est... Elle est très courageuse. Alors, ces 2 femmes ont accepté de témoigner. Oui. Ça a été très difficile de trouver des témoignages, d'entrer simplement en contact avec ces personnes, si elles sont dans des institutions ou sous une tutelle, une curatelle. C'est encore un sujet très tabou. Alors oui, c'est clair que c'est un sujet très tabou. C'est peut-être le sujet tabou d'aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on a dépassé beaucoup d'autres sujets tabous dans la sexualité en lien avec les personnes handicapées. C'est aussi parce que nous vivons dans une culture en Suisse qui n'est pas, on va dire, une culture de la parentalité pour tout le monde. Hein. On n'est pas un pays qui valorisons outre mesure la parentalité. Il faut remplir tous les critères pour être parent, c'est ça de façon générale déjà. Il faut... Oui, ça je ne sais pas, mais en tout cas, probablement qu'on est un pays, au fond, où voilà, on valorise beaucoup d'autres choses, mais l'enfant, c'est chouette, mais ce n'est pas non plus voilà, l'apogée. Dans d'autres cultures, dans d'autres pays, l'enfant est un bien suprême. Donc au fond, la personne en situation de handicap va vouloir tendre au modèle sociétal ambiant, et que chez nous, il y en a moins, puisque le modèle n'est pas très favorable ou aussi favorable qu'ailleurs à la parentalité. Donc il y en a moins aussi, vous voyez, qui vont arriver avec ces demandes. D'où la difficulté parfois de trouver des personnes qui vont s'exprimer autour de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que finalement ça nous choque tellement que des personnes handicapées puissent avoir des enfants? Parce que, vous l'avez dit vous-même, peut-être que nous, on ne se pose pas toutes ces questions. Alors, il faut vraiment savoir de quel handicap on parle. Et autant dans le large champ des handicaps physiques, la question ne se pose pas. C'est vraiment en lien avec la déficience cognitive, le handicap mental. Et encore, de qui est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de personnes hyper intégrées qui ont un très léger handicap mental que vous ne remarquez d'ailleurs pas autrement dans la rue? D'ailleurs, elles ne vont pas vous demander l'autorisation de faire des enfants, elles vont les faire. Si on s'arrête à des personnes qui sont prises en charge, accompagnées dans le quotidien, vivant soit en appartement protégé ou en institution, là, la grande question qui se pose, c'est bien sûr celle du droit de parentalité. Il est acquis pour tout le monde, hein, qu'on vive avec handicap ou pas. Mais il y a le droit de l'enfant à naître dans un contexte, on va dire, le plus équilibré possible. Encore que ça, c'est une définition qui peut aussi être un petit peu vague. Mais si vous voulez, imaginez déjà rien qu'un enfant qui grandit en institution, parce que ses parents sont en institution. Je sais pas, c'est inimaginable. Mais dans les faits, si ça se passe, l'enfant, on leur retire la garde. Oui, il va être placé en famille d'accueil. Donc déjà là, vous vous dites, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire pour une femme handicapée mentale que de porter son enfant, de le mettre au monde? Puis on va lui dire, mais parfait, mais il va aller habiter ailleurs, il va aller habiter dans une autre famille, et vous aurez un droit de visite. Je trouve quand même aussi que c'est une question très cruelle, au fond. Hein. Et parfois, on se dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux intervenir avant? Mais là, on est dans bafouer un droit fondamental. Venir un peu avant et dissuader à la parentalité. Avant que le désir s'exprime ou Non, une fois que le désir s'exprime, bien sûr, on ne va pas se substituer aux personnes à ce point. Mais de décourager à la parentalité, parce qu'on sait qu'ensuite, cette femme qui aura porté, ou ce couple qui aura eu ce désir d'enfant et qui sera allé au bout de sa grossesse, ne sera pas avec l'enfant. Mais justement, vous recevez des personnes, des couples en consultation. Une femme qui vous dit « je veux avoir un enfant », vous lui répondez quoi? Comment vous faites? Oh, il y en a beaucoup qui disent ça, qui commencent d'ailleurs beaucoup plus tôt. Hein. Parfois, j'ai encore rencontré l'autre soir des parents dans une école spécialisée et déjà leur fille de 11-12 ans pose la question « est-ce que je serai aussi une maman ?» Et les parents disent « qu'est-ce qu'on leur répond à nos enfants en devenir ?» Alors, probablement que de dire à quelqu'un non comme ça froidement et de manière extrêmement limitative, c'est de l'ordre tout à fait de l'inhumain. Par contre, de dialoguer avec ces personnes adultes, hein, à un moment donné, et de dire, mais au fond, alors vous souhaitez un enfant, comment vous l'imaginez? Qu'est-ce que vous avez comme moyen, au fond, actuellement? Qu'est-ce que vous imaginez pour vous en occuper? De quelles aides vous disposez? Donc on va parler des ressources. Puis en parallèle des ressources, il faudra aussi parler des manques, des difficultés. Et petit à petit, on chemine avec les personnes en essayant, comme Isabelle d'ailleurs. Isabelle est l'exemple typique de la personne
qui a pu, grâce à des années et des années de discussion autour de ce sujet, évaluer ses possibles et ses limites. Et in fine, elle dit « j'ai trop de limites Mais elle est c'est ça, capable de le faire ce cheminement raisonnement. éthique, hein. Elle est capable de faire ce Ouais. raisonnement. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors Non. comment fait-on? Est-ce qu'il faut arriver à la contrainte? Ça ne se fait plus vraiment. Comment on fait? Bon, pour des personnes qui ont un handicap mental moyen à profond, et qui disent « j'aimerais un bébé », il faut aussi peut-être arrêter de projeter qu'elles ont derrière un projet d'enfant comme les deux personnes dont nous avons entendu les témoignages. Ça peut aussi être des manières de s'exprimer juste du copier-coller de la société. Hein, ma sœur a un bébé, les éducatrices ont des bébés, moi j'ai un bébé. Hein, ça peut être beaucoup plus restreint, vous voyez, parce que le handicap mental est plus important, donc on ne raisonne plus, on ne fait plus des liens de cause à effet. Mais ça veut dire que le désir d'enfant n'est pas réellement présent? Pas forcément, non. Ça peut être simplement une phrase d'imitation, ou bien ça peut être une pensée magique. Si je dis que je veux un bébé ou que je vais avoir un bébé, ben, au fond, je serai comme les éducatrices ou comme ma sœur, je serai plus handicapée. Vous voyez, mais il n'y a pas derrière la demande ou l'expression un profond désir d'enfant. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que toutes les femmes du monde ont toujours mis des enfants au monde avec un profond désir d'enfant, hein? Évidemment, tout se renverse toujours, hein, il y a toujours l'envers du décor. Mais je vois, en tout cas moi, pour suivre passablement de femmes qui ont des handicaps moyens à profonds, que lorsqu'elles expriment ce désir d'enfant, je veux un bébé, il y en a même une qui veut un bébé parce qu'elle veut être grosse. Hein? Puis elle met sous son pull une poupée ou un coussin, puis elle se pavane, puis elle dit « je suis enceinte ». Bon, ben voilà, pourquoi pas? Et puis on va lui dire, mais on peut même jouer avec ça et dire, ben, on peut faire semblant, on peut rêver au bébé. Mais il n'y a pas derrière une intention qui fait que lorsqu'ensuite vous leur dites, ben, c'est un jeu ou c'est un rêve et ça ne va pas se passer, elles ne vont pas s'effondrer. Elles ne vont pas être interpellées profondément comme une Isabelle, par exemple, qui, elle, effectivement, sur le plan cognitif, a de quoi réfléchir à tout ça. Mais est-ce que ce désir d'enfant, cette parentalité, être parent, c'est peut-être un peu le dernier bastion de la normalité à conquérir? Parce que pour beaucoup de choses, ils peuvent effectivement faire comme les autres. Oui. Ah oui, ça c'est le boomerang qui nous revient. On a tellement été dans l'intégration, dans une société dite inclusive, où on leur a dit, vous avez les mêmes droits que tout le monde, vous faites tout comme tout le monde. Et tout d'un coup, on leur dit, ah mais juste pour ça, vous ne pouvez pas. Juste pour la parentalité, c'est pas possible. Donc là, il y a effectivement un problème, si vous voulez, je dirais même éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer, de donner accès à tous les droits, et au fond, pour l'un ou l'autre, mais ça peut être pour un homme de conduire une voiture, hein, si je me permets de faire un parallèle qui est un peu banal, mais un homme avec handicap mental, souvent il a l'impression d'être un homme quand il conduit une voiture. Donc à un moment donné, on va lui dire, ben non, vous ne conduirez pas de voiture. Ah, alors je ne suis pas un homme. Donc si vous voulez, moi ce que je trouve intéressant, c'est de travailler avec ces personnes-là et de leur dire, mais est-ce qu'on est un homme ou une femme uniquement parce qu'on conduit en voiture ou parce qu'on fait un bébé? Est-ce qu'on ne peut pas aussi être un homme ou une femme autrement? Qu'est-ce qu'on peut montrer dans cette société d'être un homme ou une femme à travers d'autres projets, d'autres développements personnels? Mais on interfère, c'est clair. Mais est-ce que vous avez l'impression peut-être alors que le milieu du handicap, des personnes qui l'entourent sont allées un petit peu trop loin dans l'intégration? Ce paradoxe que vous évoquez? Non. Non, je crois que c'est juste que les personnes en situation de handicap connaissent leurs droits, soient reconnues comme des êtres sexués, qu'ils aient accès à des vies, si possible, dans des studios avec leurs copains, leurs copines, leurs amoureux. On va jusqu'à des fêtes de reconnaissance de couple, également, par exemple, voire un mariage légal. Bon, la dernière étape, le bébé, c'est clair que moi, elle m'interpelle, en tout cas profondément, pour des personnes dont les handicaps mentaux sont, on va dire, plus conséquents. Et où je me dis, mais comment l'enfant, et on a quand même des études, hein, peut-être pas tellement en Suisse, mais dans d'autres pays, où on se rend compte sur 20 ans d'existence que pour les enfants à naître, ou les enfants nés, il y a un problème à en donner dans l'estime d'eux-mêmes, la construction de leur estime. Parce que quand vous êtes un pré-ado ou un ado et que vous avez une copine et que vous voulez l'amener à la maison, vous dites, attends, peut-être que je ne vais pas l'amener à la maison parce que papa et maman, ouais, j'ai pas envie de leur présenter. Ouais, c'est difficile. Les plus petits, par exemple, disent, à la course d'école, la maîtresse a demandé si on pouvait demander au papa et maman d'accompagner la course d'école. Eux, ils disent, nous, on ne demande pas, hein, parce qu'ils sont handicapés mentaux. C'est difficile. Et puis, vous dites, on a peu de recul par rapport à tout ça. Peut-être que dans les années à venir, il y aura le moyen de mieux savoir, de mieux comprendre cette réalité.
Je vous remercie beaucoup. Il faudra que la société change beaucoup. Oui, hein. c'est ça. On verra ça. Oui. Merci beaucoup, Catherine Acté-Dizeran, d'avoir participé à cette émission. Vous avez écrit plusieurs articles sur la question de la sexualité, de la parentalité aussi. Ils sont sur notre site internet fautpascroire.ch. C'est là aussi que vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur cette émission, ainsi que sur notre page Facebook. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur RTS1. D'ici là, passez une excellente semaine.